un petit meeting. Donc bienvenue, on va être ensemble de 14h à 15h sur la thématique, donc pour ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre, protéger les publics des fraudes bancaires en échange avec la Banque Postale. Quelques informations pratiques pour passer ce moment ensemble et pour passer tous les webinaires ensemble. On va avoir pas mal de webinaires cette année animés par WeTakeCare. J'espère que vous serez autant nombreux qu'aujourd'hui. Donc, en général, on enregistre les webinaires pour permettre un replay sur notre chaîne YouTube. Euh, on propose aussi pour savoir à qui on s'adresse quand il y a des questions, de renommer votre vignette en mettant votre prénom structure. Voilà, vous pouvez aussi vous présenter dans le chat comme certains l'ont fait et continuer à le faire. Voilà, de savoir un peu de quelle structure, de quel type de structure vous venez, quel est votre rôle, et puis voilà, la région aussi. On a notamment ce webinaire à 14h pour l'ouvrir sur d'autres créneaux, d'autres fuseaux horaires pour les territoires ultramarins. Donc, je vous invite à couper vos micros en dehors des temps d'échange. Voilà, je sais que ça arrive de ne pas faire gaffe et de laisser les micros ouverts, donc voilà, je me permettrai de les couper aussi. Voilà, je le fais un petit peu, je vois qu'il y en a qui sont ouverts. Euh, et puis, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et réagir voilà, de manière constructive sur les choses et les échanges qui vont vous être proposés. Moi, je trouve ça super en général quand on parle de quelque chose et que quelqu'un envoie le lien à ma place. Je me dis que le travail se fait de manière naturelle, le lien vers, je sais pas, si je parle de la cybermallette et que quelqu'un l'a sous la main, bah, c'est déjà des pratiques que j'ai vues et donc c'est super. Merci pour ces partages euh, d'infos. Et voilà, le support et les liens mentionnés pendant le webinaire vous seront partagés par mail. Donc, on intégrera aussi la présentation voilà, de la Banque Postale si vous êtes d'accord. Je vous représente WeTakeCare pour pour ce début d'année, dans les premiers webinaires. Donc, nous sommes une association, l'association derrière la plateforme Les Bons Clics. Donc, notre objectif, c'est de mettre les opportunités du numérique au service du plus grand nombre. Donc, on développe des solutions numériques. Voilà, la plus pertinente à présenter ici, c'est Les Bons Clics. Aujourd'hui, vous êtes plus de 80 000 professionnels et bénévoles inscrits sur cette plateforme qui vous permet de vous outiller pour animer voilà, vos ateliers collectifs, individuels, avec un certain nombre de thématiques et de ressources pédagogiques. C'est aussi un média, donc on a des articles et des webinaires et puis de la veille en fait sur le sujet de l'inclusion numérique. Tout ça en libre accès, gratuit et co-construit avec vous. Donc, merci pour tous vos retours que vous nous faites depuis des années sur cette plateforme et qui nous permet de l'alimenter. On a une activité conseil. Donc, moi, je suis Jean Lexiquet, je suis consultant dans l'association. J'accompagne plus de mes activités d'animation de webinaires des collectivités dans leur stratégie d'inclusion numérique, notamment dans le cadre de France Numérique Ensemble, donc les feuilles de route. J'anime aussi des réseaux d'inclusion numérique, notamment dans le cadre voilà, de la métropole de Montpellier, 3M. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui en font partie, mais on anime les réseaux, on propose des ateliers de travail et bien sur l'inclusion numérique dans les territoires. Et puis, on a une activité de sensibilisation sur des enjeux liés à l'inclusion numérique, par exemple la sécurité en ligne, pas citer la thématique du jour, pas que en ligne d'ailleurs, ça sera précisé. Et puis, par exemple, la parentalité numérique, voilà, on publie des études, on fait des webinaires qui permettent des échanges de bonnes pratiques et des partages sur les ressources avec des experts des sujets. Et donc, si on rentre dans la thématique vraiment phare de ce webinaire, l'idée est de vous accompagner, donc bénévoles et professionnels, parce qu'on adresse un public large dit d'aidants numériques qui comporte enfin, voilà, d'aidants médiateurs numériques qui peuvent être des connumes, qui peuvent être aussi des bénévoles dans des associations, voilà, plusieurs types d'aidants. L'idée, c'est aujourd'hui de vous mettre en capacité de comprendre de manière précise, hein, encore plus loin avec des experts sur le sujet et d'informer vos publics sur les bonnes pratiques de sécurité en lien avec la banque en ligne. Donc, on commencera par comprendre les principaux scénarios de fraude bancaire. Ensuite, on partagera des outils et bonnes pratiques pour prévenir les publics des fraudes bancaires et réagir le cas échéant. Et puis, on vous proposera un temps privilégié pour échanger entre acteurs et avec la Banque Postale. J'en arrive.
Donc, aux deux intervenantes, donc Sophie Fina et Cécile Fer, bienvenue. Ça y est, la parole est à vous pour vous présenter. Et puis, je vais aussi vous laisser la main après le WooClap. Oui, Voilà. très bien. Ben, merci Jean-Alexis, merci de nous accueillir et pour partager les sujets d'actualité fraude et fraude bancaire. Je suis Sophie Fina, je suis responsable du département prévention et formation au sein de la direction du pilotage de la fraude à la Banque Postale. Et donc, je suis accompagnée de Cécile. Bonjour à tous, donc Cécile qui travaille dans l'équipe de Sophie depuis 3 ans maintenant sur tous les sujets de communication à destination de nos clients, que ce soit aussi bien les clients particuliers, professionnels et institutionnels. Et donc, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet dès maintenant et de commencer par 4 questions. Vous allez avoir le mode opératoire. Merci Oui. Jean-Alexis. Nous vous Alors, laissons y d'ailleurs, je répondre. crois que j'avais pas démarré ma caméra. Voilà, désolé. Alors, oui, tout à fait. Donc, si vous êtes familier des webinaires, les bons clics WeTakeCare, on vous propose d'aller sur WooClap. Alors, deux possibilités, même trois. Soit vous flashez le QR code et ça vous emmène directement sur la page. Il y aura sûrement marqué un petit peu de patience, l'événement va commencer. Soit vous allez sur WooClap directement, vous tapez le code LBP 26. Voilà, on n'est pas en 2026, mais on est bien le 26 septembre. Et puis, troisième option, je vous envoie le lien par le chat. Le son n'est pas connecté, on me dit dans le... Bon, bah, c'est bizarre. Je vois que quelqu'un a dit il faut cliquer sur le micro en bas à gauche. Il va te demander d'autoriser l'audio. Je pense qu'avec toute la communauté des dents numériques, il va y avoir des réponses dans le chat pour aider les personnes qui n'ont pas de son. Sinon, je vous propose d'aller sur WooClap. Voilà. Hop. Donc, vous avez le lien de participation et je vais lancer la première des 4 questions dont parlait Sophie. En France, Oui, personnes les vas-y, victimes d'une je te laisse tentative. aller. Si vous voulez, Sophie, vous pouvez l'animer, hein, ce temps. Oui, Oui, pas de souci. Donc, c'était cette première question pour, voilà, à votre avis, en France, les Français sont victimes ou exposés à une tentative de fraude. Ça se compte toutes les 4 secondes, plutôt 3 minutes ou 10 minutes. Je vois que certaines réponses se Il y a des profilent. Ouais, il y a des tendances. personnes moins optimistes que d'autres. et on conclura tout à l'heure. On ne vous dira pas tout de suite. Dans On tous fait le les cas, teaser. les propositions sont plutôt, on va pas dire effrayantes, mais c'est vrai qu'on est sur des chiffres qui interrogent. Alors voilà, je pense que on peut peut-être Passer donner à la la deuxième réponse. question. Ben, peut-être, oui, mais Ouais. si tu Alors, ben, on enchaîne sur les questions et puis on veux, comme donnera ça. les Ouais. réponses plus tard. Alors, à votre avis, quel a été le coût de la fraude bancaire sur le premier semestre 2023? On la compte plutôt en milliers, millions ou milliards d'euros. Là aussi, il y a une tendance assez forte et je pense que on s'en rapproche. Pour la France, c'est effectivement oui. Ouais. Et on peut... Tendance qui se dégage, on retiendra qu'elle se dégage sur le million d'euros. Oui, c'est peut-être une info que certains justement ont vue déjà et c'est pour ça aussi que je pense que vous êtes plutôt juste. Sans dévoiler, bien sûr. Et pour finir, à votre avis, est-ce que les Français ont les bons réflexes quand ils reçoivent un mail de phishing qui usurpe l'identité de leur banque? Que font-ils? Est-ce que les Français, on va plutôt se tourner vers notre conseiller bancaire, aller faire nos propres recherches sur Internet, ou alors cliquer sur les liens qui sont renseignés dans les emails? Alors, je vois un commentaire comme quoi WooClap n'est pas sécurisé. Les données là sont évidemment publiques, hein, tout ce que vous nous partagez. C'est des données qu'on retrouve en effet qui sont accessibles.
sur Internet et, Et dans des rapports et dans des rapports officiels, officiels. voilà. Mm. Je suis d'accord avec vous. Voilà, si un jour vous animez quelque chose voilà, de caractère avec des données personnelles, si votre CAP n'est pas sécurisé, effectivement, on n'est pas obligé d'utiliser. Et puis, il y a une dernière question. Ouais. On verra plus en détail tout à l'heure. Oui, Déjà. allez-y. Alors, librement, n'hésitez pas à nous citer les types de fraudes bancaires que vous connaissez. J'imagine que vous en connaissez pas mal. Eh ben, on va vous laisser inscrire les différents types de fraudes. Et puis, en parallèle, je vais juste vous dire qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est de vous parler donc fraude bancaire sous différents angles, parce que vous êtes concernés, mais nous le sommes aussi. Et que dans notre quotidien, qu'il soit personnel ou professionnel, c'est une réalité. Parce que aussi la fraude, elle est un fléau et elle se transforme, hein, et elle se transforme en cyberfraude. Donc on est de plus en plus en lien, et notamment avec le cybermois. Elle se transforme et les fraudeurs se professionnalisent avec les nouvelles technologies qui y participent. Et puis aussi enfin, parce que la période, elle est toujours propice, tous les événements, quels qu'ils soient. On a eu les JO, on a la rentrée, on a les locations pour les étudiants, tout événement tout au long de l'année, ce sont des éléments qui peuvent être propices à de la fraude. Et donc, il faut partager, ça c'est essentiel, afin que vous puissiez vous relayer auprès de votre entourage, auprès de vos publics, les publics que vous adressez, parce que la fraude, c'est l'affaire de tous. On est chacun responsable et chacun, on va faire la parade à chacun une étape. C'est vraiment structurant. Donc après, on va aller sur le contexte et on va revenir après sur ce slide. Juste le contexte, c'est pour vous dire que la fraude bancaire, c'est un des risques majeurs. Hein, il faut avoir ça en tête. L'intensité des actions des fraudeurs, elle est renforcée depuis la crise sanitaire. Ça a été vraiment pour nous un booster malheureux à l'encontre des entreprises, quelles qu'elles soient, les banques évidemment aussi, mais toutes les entreprises et les clients. Et ça perdure, ça progresse et on voit avec la technologie, ça augmente. Il y a une augmentation qui est massive et il y a une professionnalisation des fraudeurs, c'est leur métier. Ils font ça 24/24, 7/7. C'est ahurissant. En plus, ils sont aussi en lien avec les agissements de chacun parce qu'on facilite, nous, les actions, puisqu'on part sur des usages beaucoup plus digitaux, des choses où on a besoin de rapidité. Et donc, nos organisations s'adaptent tout en distanciel. Et puis, il y a aussi de temps en temps un manque de vigilance. On fait tout très rapidement avec les outils digitaux ou pas. Mais de temps en temps, on se fait aussi prendre par du physique. Hein. Et c'est centré sur des canaux qui sont beaucoup plus distanciels, et notamment les appels téléphoniques, les banques en ligne, tout ça. Après, il y a les emails, les SMS. Tout ça, ça participe notamment au phishing qu'on verra tout à l'heure. Donc, les causes de cette croissance, c'est le développement de ces usages digitaux pour les paiements et autres, toute notre consommation. Ce sont des volumes d'opérations qui deviennent de plus en plus distanciés et qui donc favorisent encore cette croissance. Et puis, en fait, on a une évolution de société parce qu'on est sur la culture du geek pour un bon nombre, pas tous, hein, du clic aussi et de l'instantanéité. Et ça, quand on enquête fait les enquêtes auprès des clients, c'est assez effarant. Ils veulent que tout aille très, très vite. Et donc, plus on les ralentit, moins ça leur convient. Donc, ils veulent arriver rapidement à leur finalité. Et nous, les enjeux qui sont portés par tous, que ce soit nous, les banques ou autres acteurs, vous, les clients, salariés entreprises, c'est, quel qu'il soit, que le coût de la fraude, malheureusement, elle se répercute sur tout le monde. Et donc, c'est là où on participe tous à cet effort collectif pour justement le réduire. Et nous, au sein de la Banque Postale, nous sommes engagés à protéger les clients en faisant justement réduire cette valeur destructive de la fraude pour aussi ne pas attacher l'image par rapport aux clients et par rapport aux entreprises. On a un rôle dans le paysage global qui est important et on en a conscience. Et en fait, on veut et on y travaille depuis de nombreuses années pour compenser, pour justement faire que ça avance. On doit réduire aussi la gêne client parce que la fraude, ça peut être gênant, mais on va faire des actions de sécurisation le plus fluide possible pour que les clients ne soient pas gênés.
Et on adapte aussi, que ce soit nos moyens et nos outils, nos investissements, pour que justement on soit de plus en plus performants au vu de ces évolutions. C'est une nécessité pour tous. Et on fait des actions de sécurisation en parallèle. Vous ne les voyez pas obligatoirement, mais cependant, on les fait de plus en plus et ça vient intrinsèquement dans tous les usages qu'on a pour justement parer, faire que votre authentification elle soit validée, que nous, on soit assuré que ce soit bien vous. Donc, tout au long voilà, du parcours client et de votre cycle de vie, quelles que soient les entreprises, on participe à cette sécurisation pour que vous soyez sain, sécurisé pour consommer votre banque. Et donc, la Banque Postale s'est dotée d'une direction du pilotage de la fraude à cet effet et pour justement compléter ce dispositif de protection et de sécurisation. Voilà une petite introduction et on va revenir sur les mots. Je vais vous laisser effectivement. Ouais, merci pour pour ce contexte. Et en fait, je pense que la cartographie qu'on voit en face de nous appuie votre propos. Voilà, vous connaissez énormément de types de fraude bancaire, comme Oui. le montre ce nuage de mots, tous, vous avez répondu. Ceux qui sont en plus gros, donc c'est ceux qui sont revenus le plus souvent. Faux conseiller bancaire, phishing, usurpation d'identité. Et autour, on voit en satellite un certain nombre voilà, de types de fraudes un peu plus précises, peut-être un peu plus techniques, spoofing, défaut de paiement, fausse ouverture de compte, où tout ça contribue aussi parfois au phishing et au faux conseiller bancaire. Mais je vais vous laisser, voilà, je vais vous laisser reprendre la main si vous voulez sur le partage d'écran. Ouais. Ça marche. Merci, Jean-Alexis. Merci, Jean-Alexis. Alors, on va repasser les réponses si aux bon. questions. Oui, C'est confirmez-nous bon que pour ce vous soit OK pour vous. Oui, c'est bon, on voit bien votre écran. Parfait. Hop. Voilà. Alors, du coup, pour repasser les réponses en visu. Alors, pour la première question, en effet, toutes les 4 secondes, un Français est exposé à une tentative de fraude. Alors, ça s'explique voilà, par le fait qu'on soit de plus en plus connectés sur nos téléphones. On passe de nombreuses heures sur nos ordinateurs ou nos téléphones. Et donc, on est sans cesse sollicité et exposé à des tentatives, que ce soit sur Internet, quand on veut faire des achats. Donc voilà, ça fait vraiment partie de notre quotidien et je le voyais dans la conversation. En effet, ça peut nous arriver à tous. Pour la question 2, donc la fraude, vous aviez répondu à la majorité correctement. La fraude se compte en plusieurs millions d'euros sur l'année 2023, sur le premier semestre, puisqu'elle s'était élevée à 628 millions d'euros. Donc ça, c'est un chiffre vous pourrez aller consulter le rapport de l'OSMP, l'Observatoire des moyens de paiement, qui donne des données chiffrées assez précises pour se rendre compte justement des évolutions et de ce que représente la fraude. Et pour finir sur les usages et les comportements des Français face au phishing, les Français, c'est bon signe. On a quand même les bons réflexes, puisque la première chose qu'on fait est quand même de contacter notre conseiller ou un interlocuteur bancaire privilégié, ou sinon d'aller faire des recherches pour se rassurer sur les sites qui vont bien, du type cybermalveillance.gouv par exemple. Je me permets de faire le relais des questions dans le chat. Oui. Il y a une question qui est qu'est-ce qui est compris dans le coût? Si ça vous va, c'est un peu au fil de l'eau. Coût de la fraude en plusieurs millions d'euros? En fait, ça représente tous les scénarios de fraude, tous les canaux confondus. Et tous les moyens de paiement. Et tous les moyens de paiement, qu'on soit sur la fraude monétique, le virement, le chèque. Voilà. La carte bancaire, c'est vraiment tout moyen de paiement confondu. Tout moyen de paiement confondu. Pour les organismes qui sont affiliés à la Fédération bancaire française. Donc, c'est vraiment global. Je ne sais pas, on peut passer à la quatrième question. Alors, vous aviez dégagé les principaux scénarios qui font notre actualité, le faux conseiller bancaire. On reviendra dessus plus tard parce qu'en effet, on en a beaucoup parlé ces derniers mois et c'est ce qui nous préoccupe énormément. Mais très brièvement, peut-être,
On va vous expliquer en quelques lignes Oui. les scénarios qui ont pu ressortir dans vos réponses. Et donc, on va commencer par la fraude à l'amour. La fraude à l'amour, c'est un jour une personne que vous ne connaissez pas, qui vous ajoute sur les réseaux sociaux. Et elle engage rapidement une conversation. Très vite, la relation, elle se crée et elle est facilitée. Elle devient une personne vraiment plus intime, plus de confiance, jusqu'à un jour où elle vous demande de l'argent pour une urgence, un problème de santé, quelque chose, voilà, pour sa famille. Mêlant ruse et manipulation, malheureusement, c'est une arnaque qui touche beaucoup de personnes. Plus des personnes seules, peut-être plus fragiles à un moment, peut-être vulnérables, voilà, à un moment donné. Donc, il faut ne jamais donner suite à ce type de demande. Et ça, c'est vraiment un fléau qu'on rencontre, nous, dans nos bureaux de poste. Ensuite, on a le spoofing. On en a beaucoup parlé aussi avec la fraude aux conseillers bancaires ces derniers mois, puisque donc, spoofing, ça veut dire usurpation d'identité en anglais. Et donc, c'est une technique qui permet aux fraudeurs d'usurper l'identité, en l'occurrence, de la banque ou d'autres acteurs, organismes, services de l'État connus, en utilisant des éléments de reconnaissance, donc en usurpant par exemple leur numéro de téléphone, c'est-à-dire que le fraudeur va réussir à faire afficher le vrai numéro de la banque postale ou du service, je sais pas, d'un De autre votre service, de votre de votre conseiller. conseiller bancaire. Donc vous, client, voilà, vous vérifiez, vous vous dites, ah oui, c'est bien le numéro de ma banque, donc c'est OK. Alors que non. Donc ça, c'est comme le disait Sophie, hein, facilité par des nouvelles techniques, une sophistication de plus en plus importante, des moyens qui sont offerts aux fraudeurs pour rendre leur fraude encore plus crédible. Et une réglementation qui n'est pas en lien avec la France et qui autorise d'autres pays à prendre des numéros de téléphone de cette sorte, alors qu'en France, c'est interdit. La réglementation va devoir faire que les opérateurs téléphoniques appliquent davantage de sécurisation et donc ils doivent la mettre en œuvre depuis un petit peu de temps et on espère que ça va se faire incessamment sous peu. Pour compléter le phishing, on va en revenir tout à l'heure plus en détail. Les mules, vous connaissez aussi, on parle souvent de mules ou de mules financières. Vous recevez un message privé d'un inconnu ou une connaissance qui vous demande un service. Il a un arrangement, et en fait, il a envie de vous donner une contribution. Il a besoin que vous proposez une récompense, une commission en fait, que vous encaissiez un chèque pour lui. Parce qu'il a besoin d'effectuer un virement et en transférant une partie de l'argent vers un compte à l'étranger, par exemple. Pourquoi pas? Ou bien vous faire sortir aussi des liquidités, c'est possible. Et donc, de temps en temps, il peut vous donner rendez-vous pour aller sortir ces liquidités derrière un distributeur automatique. Et le souci, c'est que le chèque qui est remis sur le compte, il est sans provision et que les fonds, pour l'instant, au début, ils sont positionnés sur le compte, sauf que les banques peuvent reprendre. Et en fait, quand il n'y a pas les fonds derrière, eh ben, le client se retrouve en défaut de paiement. C'est-à-dire que tous les fonds sont repartis. Il n'a plus rien, il n'a plus que ses yeux pour pleurer. Donc en fait, il est débité du compte, il a retransféré l'argent et malheureusement, il est piégé. Et donc ça, les fraudeurs, ils abusent des jeunes, des seniors, tous ceux qui sont dans des situations par moments peut-être plus ambiguës, plus fragiles, ou des situations d'étudiants ou autres. Et voilà, ils se disent de l'argent facile, eux vont sauter sur l'occasion et la saisir. Voilà un exemple. Ensuite, on a tout ce qui concerne la fraude au chèque. Alors, on a plusieurs scénarios, mais la majorité des scénarios sur les chèques portent sur les chèques volés ou falsifiés. Voilà, c'est plus de la moitié des chèques frauduleux. Donc, par exemple, les fraudeurs peuvent changer le nom du bénéficiaire en fait sur le chèque. Donc, on a le cas de chèques qui devraient partir pour le trésor public et en fait, les fraudeurs sont malins. Ils vont modifier un mot ou rajouter une lettre. Donc, on peut avoir juste Monsieur Claude Trésor ou Trésoro, voilà. Et donc, du coup, une vérification peut être faite un peu rapidement et ça peut passer inaperçu à première vue. On a aussi un scénario assez fréquent, c'est les faux chèques de banque. Souvent, les chèques de banque sont utilisés dans le cadre de certaines transactions avec des montants importants. Peut-être que ça vous parle dans le cadre d'achat de véhicules. Et à ce moment-là, c'est la même chose. En fait, vous allez vous retrouver face à un vendeur frauduleux, un acheteur frauduleux, pardon,
il va vous remettre un chèque qui a en fait été falsifié. Vous le laissez repartir avec la voiture et malheureusement, quand vous allez encaisser le chèque, vous vous rendez compte que c'est un faux. Voilà pour le chèque, sans rentrer plus dans les détails. Après, on a les fausses offres de prêt. C'est un scénario qui est en recrudescence. Et là, vous êtes en cours d'acquisition, vous avez envie de chercher voilà, un bien. Vous allez soit, vous recevez un message d'une banque, soit d'un courtier, soit une publicité sur le web. Et là, bon, bien sûr, c'est attractif, hein. Il y a tout ce qu'il faut, le bon taux, le faible taux, des réponses immédiates, pas de frais, un déblocage rapide, aucune condition de ressources. L'offre est bien sûr limitée dans le temps ou en tout cas, vous avez l'impression d'être sur un vrai site et derrière, vous ne savez pas, mais on vous informe que vous pouvez aller plus loin et vous devez envoyer un petit peu plus de justificatifs personnels. Donc, on va collecter vos pièces d'identité, vos ressources, vraiment toute votre vie. Et puis après, très vite, le prêt est accordé. Royal, dans la foulée, pas du tout de délai, super. Mais pour débloquer, vous devez quand même régler des frais de dossier. Ah zut, 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 zut. Sans le savoir, vous venez de répondre à des fausses offres de prêt. Et grâce à ces documents, les fraudeurs, ils peuvent ouvrir des comptes et emprunter de l'argent en votre nom. Et c'est dommage d'être tenu pour responsable de cet incident bancaire et de devoir rembourser les prêts qu'ils ont souscrits en votre nom parce qu'en fait, ils ont récupéré tous vos documents. Et donc, derrière, ils peuvent, eux, faire cette demande. Et après, il y a beaucoup de scénarios qui se suivent. De temps en temps, ils prennent contact avec vous par téléphone et puis ils vous disent, vous allez recevoir les fonds et après, vous me les renvoyez. En fait, ils vous manipulent totalement. Et ça, c'est à chaque fois dans de nombreux scénarios. C'est la prise de la parole par le téléphone pour pouvoir vous conduire. Et de temps en temps, certains clients nous disent qu'ils ont été 4 heures au téléphone avec le fraudeur. 4 heures. Et de temps en temps, ils vous font pointer sur un site qui va vous montrer comme si c'était votre compte, comme si vous étiez sur votre banque, sauf qu'ils ont fait un plagiat parce que souvent, vous avez cliqué sur un phishing, donc un lien, et vous avez saisi toutes vos données de connexion à votre banque en ligne sur un mauvais site. Et donc, ça leur a permis d'y accéder eux-mêmes. C'est un peu fou, mais c'est une réalité. Et ensuite, rapidement, pour terminer sur le scénario qu'on a appelé Allô maman, peut-être que certains d'entre vous ont été concernés à titre personnel en tant que parents ou grands-parents. Avec ce scénario, les fraudeurs jouaient vraiment sur nos sentiments, puisqu'en fait, ils se faisaient passer pour notre enfant, notre petit enfant, nous envoyer un message, enfin envoyer un message sur WhatsApp en disant voilà, papa, maman, j'ai changé de numéro, j'ai eu un problème. Je suis à l'hôpital, est-ce que tu peux me faire rapidement un virement pour payer mes soins? Voilà, là, il y avait plusieurs choses cumulées, mais en tout cas, c'était une situation d'urgence, une situation d'une certaine gravité et vraiment la nécessité d'avoir des fonds très rapidement. Et on se rend compte, c'est là, hein, c'est ce qu'utilisait, comme Sophie disait, dans beaucoup de scénarios, ils arrivent à nous manipuler et en jouant à chaque fois en fait sur nos sentiments et sur l'urgence. Et sur l'urgence, ouais. Voilà. Donc on n'a pas le temps de réfléchir et de se poser pour éviter ça. Alors, donc les autres scénarios sur lesquels on va rentrer un tout petit peu dans le détail, c'est l'usurpation d'identité. En fait, c'est un fléau majeur. C'est la base du phishing. Le phishing, c'est quand on va donc cliquer sur un lien et on va remplir, on a l'impression d'être sur un vrai site. Et donc là, ils collectent toutes les informations. Et donc, ils usurpent soit la banque, soit le client, grâce, malheureusement, à toute cette digitalisation qui fait un effet waouh et on a l'impression qu'on est vraiment sur notre banque. Ils vont jusqu'à faire des fausses applications qu'on peut télécharger dans le store. Ils vont jusqu'à créer des faux de tout. Donc, c'est assez malheureux. Et donc, notamment, il y a le phénomène du deepfake. Vous avez peut-être entendu parler, enfin vu peut-être hier au JT de TF1, où ils ont fait un reportage dessus. En fait, le deepfake, c'est qu'on va prendre l'allure physique et la voix de la personne. On peut se voir en vidéo, sauf que ce n'est pas la personne, ce n'est pas la bonne personne. C'est-à-dire qu'on usurpe et l'image, et la voix, et la posture, et tous les gestes, toute la gestuelle. Et malheureusement, ça se passe réellement. On a des cas de webinaires comme ça, comme le nôtre, qui peuvent être animés. En fait,
Pas du tout, vous n'avez que des fictifs, sauf un fraudeur qui essaye de collecter des informations. Et donc, c'est assez fou. Je vois qu'il y a juste une question dans la conversation. On utilise le mot self-care. C'est vrai que c'est notre langage un peu banque, mais self-care, c'est comme Sophie le disait, en fait, en toute autonomie. Au lieu d'envoyer, par exemple, un courrier à ma banque pour demander de clôturer un compte ou de faire une modification, et ben, je pourrais le faire moi en autonomie sur ma banque en ligne. Voilà. Donc, en fait, la première ligne de défense, c'est bien vous, nous tous, on doit participer à ça collectivement. On est tous acteurs et on ne doit pas laisser entrer, passer le fraudeur, car en fait, c'est l'humain, puisqu'ils vont travailler sur la manipulation. Hein. On les compare de temps en temps à comme des gens comme Mesmer. Donc, en fait, c'est des gens qui vont influer sur votre capacité de réflexion. Et donc, c'est l'humain qui est le plus facile à tromper. Et donc, la manipulation, c'est ce qu'ils aiment. Et donc, ils sont experts. Et il y a des plateaux téléphoniques entiers qui s'occupent de ça. Donc, la vigilance et la mobilisation de tous, c'est essentiel pour prévenir et de relayer également. Ensuite, on va passer sur le scénario. Oui, je vois qu'il y a pas mal de questions parallèles, mais on pourra répondre à la fin, je pense. Sur l'ingénierie sociale, alors c'est un petit focus rapide, mais en fait, l'ingénierie sociale, on parle en fait de collecte d'informations sur une personne. Donc, c'est souvent la phase préparatoire en amont d'une fraude qui va permettre au fraudeur de collecter un maximum d'informations sur sa future victime pour ensuite justement arriver à le manipuler, à lui faire croire qu'il détient beaucoup d'informations qui sont censées être confidentielles, donc qu'à part son banquier, qui peut y avoir accès, personne, donc pour légitimer sa fraude. Donc parfois, voilà, quand on cherche à louer ou acheter un appart, à faire une demande de prêt, comme l'expliquait Sophie, on veut montrer la meilleure image de nous, donc on est tenté d'envoyer plein d'informations, d'avoir un dossier irréprochable, quitte à envoyer un maximum de données sans forcément avoir vérifié qui on avait derrière. Et c'est comme ça que les fraudeurs arrivent à récupérer toutes ces infos-là, et par le biais de phishing, et notamment de faux sites de votre banque, par exemple, ils arrivent aussi à récupérer vos mots de passe d'accès, vos identifiants à votre banque en ligne. Donc voilà, ça c'est vraiment, on vous partageait une petite étude pour vous montrer que les Français pensent être plutôt avertis et réticents à l'idée de communiquer leurs données, alors qu'en fait on se rend compte qu'il n'en est rien parce que en fait on ne s'en rend même pas compte. On le fait sans s'en rendre compte et c'est pour ça voilà, que on pense être averti et en fait on n'est peut-être pas tant que ça. Donc une vigilance de tous les instants est vraiment nécessaire. Ouais. Et donc, en fait, ça fait le lien avec le scénario d'après qui est le faux conseiller, qui va. Donc, l'étape, c'est toujours je vais collecter l'information en amont. Après, j'ai connaissance du compte, puisque j'ai pu voir la banque en ligne et regarder l'état des comptes. Ils vont appeler, ils vont se faire passer pour le service fraude, pour un conseiller, en disant j'ai vu une alerte, là, vous avez un virement, vous avez un prélèvement qui doit passer, il y a quelque chose qui se passe sur votre compte, il faut qu'on le sécurise. Je suis là pour vous accompagner. Et donc, c'est une manipulation qui va être portée jusqu'à lui faire faire une validation d'un virement, où il va lui dire que plutôt on va annuler un virement. Toutes les occasions sont bonnes. Et puis, de temps en temps, donc le client va valider avec soit sur son portable, soit sur son PC, pour pouvoir valider une opération. Et donc, il va lui faire valider plein d'opérations pour faire annuler, comme il le dit. Sauf qu'on n'annule jamais. On n'annule jamais. Jamais un banquier vous demandera d'annuler une opération. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, en fait, c'est une manipulation et qui va jusqu'à même, de temps en temps, faire remettre les moyens de paiement au domicile du client. Avec les clients ont remis leur carte bancaire, voire leur code, en main propre, à n'importe quelle heure du soir. Donc, c'est une réalité. Et en fait, on voit que 60% des fraudes au virement, elles sont dues à la manipulation, par la tromperie. C'est vraiment ça. Et c'est une réalité, c'est encore une étude de FBF ou autre. Donc, les gens paniquent et quand on parle d'argent, de ses propres fonds, on perd la raison. Et c'est là où il faut essayer de se dire, je ne connais pas la personne, j'ajourne, je raccroche et je contacte mon conseiller bancaire. En fait, c'est vraiment, dès que j'ai quelque chose où on me prévient que j'ai un problème, on ajourne l'appel et on rappelle la personne qu'on a habituellement en ligne pour pouvoir justement s'assurer qu'on a la bonne personne.
Ensuite, un scénario d'importance sur la fraude à la carte bancaire. Alors, oui, leur tourne. Donc, rapidement, pour vous informer, donc, elle peut être de deux manières, soit en physique, soit en ligne. On connaît beaucoup la fraude en ligne. Donc, quand on va faire nos achats en ligne, par exemple, ou réserver une location, on va penser arriver sur le bon site. Et en fait, c'est un dupe, c'est un plagiat. On va rentrer nos codes de carte, penser valider le paiement. Et en fait, par ce biais-là, les fraudeurs vont arriver à capter toutes les données bancaires qu'on vient de saisir. Et ensuite, ils pourront eux-mêmes faire des achats en ligne qui ne sont pas soumis à l'authentification forte. Donc voilà, il y a plusieurs moyens pour, c'est ce qu'on détaillait plus bas, la création de faux sites, les emails ou le phishing et les fausses applications qu'on voit de plus en plus. Par exemple, une fausse application, la Banque Postale, avec des faux avis, des faux commentaires qui ont toute l'air d'une vraie en fait. Et on a aussi la fraude aux distributeurs automatiques de billets. Alors, soit par le scénario plus classique du vol où on vous bouscule et on vous arrache votre carte bancaire, ou des scénarios maintenant un peu plus techniques où les fraudeurs arrivent à bloquer les distributeurs automatiques de billets, donc votre carte est aspirée. Et ensuite, donc ils vous disent, souvent ils sont à vos côtés, ils vous disent ah ben il faut vite aller à l'intérieur de l'agence ou demander de l'aide quelque part. Donc vous partez et en fait ils arrivent à récupérer la carte qui se débloque tout de suite après. Bon, il y a aussi des systèmes d'installation de caméras dans les distributeurs de billets qui vont permettre de voir lorsque vous saisissez vos codes. Donc, en fait, c'est mieux d'aller retirer de l'argent dans une agence, la devanture d'une agence bancaire à l'intérieur. Vous pouvez, même quand l'agence bancaire est fermée, vous allez à l'intérieur et il y a plusieurs distributeurs. Essayez de ne pas le faire à l'extérieur, dans la rue. Faites-le dans ces espaces-là parce que c'est surveillé et donc ils ne pourront pas toucher, en tout cas, ces distributeurs-là. Voilà. Et un point d'alerte peut-être que vous pouvez partager aussi à vos publics, on en a de plus en plus et c'est pas forcément connu, c'est le phishing. C'est comme le phishing mais via le biais de QR codes. Donc en fait, c'est des faux QR codes qui vont être collés sur des vrais. Par exemple, dans les parkings, quand vous pensez à aller payer votre stationnement, en fait, vous flashez le faux QR code et vous êtes redirigé sur une fausse interface. Et là encore, comme le phishing, les fraudeurs peuvent capter vos données bancaires. Donc ça, c'est un scénario émergent qui nous a fait peur avec les JO, puisqu'on utilisait beaucoup de QR codes. Tout à fait. On en vient rapidement aux bonnes pratiques. Et donc là, on va vous partager, on a fait plusieurs serious games sur le site de la Banque Postale pour pouvoir justement acculturer tous nos publics. Et donc, on va se mettre dans la peau de personnages. Et là, je vais vous faire parcourir un ou deux exemples. Et puis, après, on reviendra sur les autres bonnes pratiques. Mais c'est pour vous montrer la diversité des supports qui sont envisageables et pour pouvoir faire que, justement, le client puisse être éveillé. Hop, éveillé. Je pense que c'est en dessous. Hop. Alors, désolé, effectivement, ça fuse pas mal les questions dans le chat. Donc, oui, peut-être qu'on pourrait, pendant que Sophie, tu en répondras certaines. Oui, c'est ça. Et puis, si jamais, parce qu'on en a loupé pas mal, si jamais des personnes ont finalement eu leurs réponses, voilà, ils pourront aussi les poser à l'oral. Il y aura un temps. Un message de Laura qui disait que des usagers qui visiblement auraient été trop prudents, corrigez-moi si j'ai mal compris, mais et leur banque les aurait un petit peu accusés et grondés d'être justement si prudents. Non, enfin voilà, on le répétera jamais assez, la prudence est de mise. Quand on voit les scénarios les plus tordus les uns que les autres, voilà, c'est le minimum que d'être vigilant et un conseiller bancaire ne vous en voudra jamais de lui dire bah écoutez, je suis pas sûre, je raccroche et je vous rappelle avec le numéro que moi je connais. Donc voilà, là où on arrive maintenant sur la page alerte fraude, en fait la page les conseils bancaires pour lutter contre la fraude bancaire. Et donc vous avez dans cette page des différents onglets qui vous donnent des solutions, des bonnes pratiques et des exemples. Et donc ça, on vous
partagera tout à l'heure. Et là, je vais aller directement sur le Serious Game. Et le Serious Game, là, je prends, on en a 3, donc là, je prends sur la fraude sur Internet et les réseaux sociaux. Et donc, je lance la partie avec Michel. Allons-y, Michel. Michel, c'est un retraité, et donc on va savoir un petit peu des cas de fraude qu'il pourrait rencontrer. Fraude de location de vacances. Ça y est, vous avez trouvé la maison parfaite à louer cet été. Après plusieurs échanges avec le propriétaire, via la messagerie instantanée de la plateforme, il vous demande de verser des arts pour bloquer la location. Que faites-vous? Est-ce que vous réservez? Est-ce que vous appelez le propriétaire? Que faites-vous? Vous pouvez répondre dans le chat. Hein. Allez, je vais Ou réserver. débloquer des micros, s'il vous plaît. Attention, donc là, de nombreuses fausses annonces fleurissent, et vous le savez, sur les sites de location, même si les acteurs y travaillent pour les supprimer. Avant de réserver, il faut vérifier les informations, s'assurer qu'on est bien avec des vrais propriétaires. Et donc là, on affiche une liste de bonnes pratiques. Le profil du propriétaire, il faut regarder les commentaires, il faut le contacter par téléphone. Attention au paiement en avance de phase à l'étranger ou autre. Des photos, il faut regarder parce que plein de fois, on a des photos qui sont sur le net. Et Faire les uniquement, comparaisons et voilà, sa propre enquête sur un Google Maps. petit Google Maps qui vous permet de vous assurer. Donc voilà, c'est un exemple d'illustration. Et donc là, sur ce Serious Game, là, on a donc les offres promotionnelles, les placements. Je peux vous montrer une deuxième offre professionnelle. Donc là, c'est vous surfez sur Internet et vous trouvez un cadeau pour votre petite fille. Une bannière promotionnelle apparaît sur votre écran, vous proposant un pull à 50% que vous ajoutez à votre panier. C'est votre première visite sur ce site et vous vous apprêtez à renseigner vos coordonnées bancaires pour le paiement. Le pop s'affiche demandant d'enregistrer vos coordonnées de carte bancaire. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous fermez et vous validez votre paiement ou est-ce que vous sauvegardez les informations de carte bancaire? Donc, si on continue, et ben là, j'ai cliqué. J'ai bien fait de ne pas sauvegarder mes informations bancaires. C'est vraiment les bonnes pratiques à faire et de plutôt se connecter sur ces sites quand on a enregistré aussi, on s'est créé des espaces sécurisés. Et donc, il faut rester toujours vigilant sur les bannières sur Internet. Et donc, se connecter à des sites officiels de confiance, enregistrer les URL dans vos favoris, aller sur vos applications si vous êtes plus digital. En fait, c'est voilà, savoir par où on rentre et quelle modalité on prend pour pouvoir se connecter. Ne pas aller sur des Wi-Fi publics, hein, aller que sur du Wi-Fi privé, sur des sites sécurisés. Et donc voilà, installer des antivirus, plein de bonnes pratiques et d'installer des solutions d'authentification fortes qui sont obligées pour pouvoir être sûr que le paiement, c'est vous qui êtes à l'initiative. Voilà quelques exemples et on va repartir sur les autres éléments que nous voulons vous partager avant d'avoir cet échange sur nos questions-réponses. Au-dessus, c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Non. Ah oui, pardon, j'y suis. Donc voilà un petit exemple. Et donc en fait, par rapport aux bonnes pratiques. Alors oui, on vous en a déjà donné pas mal tout au long du webinaire, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que même si on pense être moins concerné que d'autres, en fait, non. On est tous concernés parce qu'on pourra tous se retrouver à un moment ou l'autre dans une situation de stress, d'urgence et être un peu moins attentif. Donc voilà, vigilance de tous les instants et garder à l'esprit que dès lors qu'on cherche à consommer notre banque, faire une opération bancaire, ça demande de se poser et de ne pas agir dans l'urgence. Oui, parce que souvent les faux conseillers, ils vous prennent le soir en sortant du travail, ils vous prennent à des moments où ça marche pas. Vous n'êtes pas disponible, vous êtes dans les transports. Ou quand ils savent que les établissements bancaires sont fermés pendant les week-ends ou des jours fériés. Donc là, c'est vigilance encore plus accrue. Quand on parlait tout à l'heure de versement pour l'achat d'une voiture, on essaye de ne pas faire ça un vendredi soir ni un dimanche pour pouvoir contacter sa banque parce que c'est un moyen de vérifier. On prend le numéro et on appelle le numéro sur le chèque où on vérifie que l'agence, elle existe bien. En fait, c'est des choses où il faut réfléchir avant de s'engager et on ne donne pas son véhicule. Comme ça, on ne vend pas son véhicule sans avoir vraiment vérifié à qui on allait le vendre. Donc là, ce sont quelques bonnes pratiques qu'on vous adresse
dans votre consommation au quotidien, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit quand vous envoyez des documents, notamment mettre des filigranes sur vos documents pour être sûr qu'ils ne soient pas réutilisés. Voilà, on ne va pas vous rebalayer tous, mais on vous les a un petit peu exposés tout au long des scénarios. Mais c'est une nécessité d'avoir cette vigilance et d'être en connaissance. Et puis, dès que vous avez des faux mails de votre banque, n'hésitez pas à les retransmettre à votre banque pour qu'elle ferme les faux sites derrière. Parce que derrière chaque lien qui est frauduleux, il y a des fraudeurs. Et qui vont faire... ce sont des vrais entrepreneurs. Et pour eux, le retour sur investissement, plus il y a de gens qui cliquent sur ce lien, plus ils vont être gagnants. Plus on arrive tous collectivement à faire fermer ces faux sites, quelles que soient les marques, renvoyer, il y a toujours une adresse anti-spam pour chacun des organismes ou chacune des sociétés. Adressez-leur, c'est faux, ou bien si vous recevez un SMS frauduleux, transférez-le au 33 700, ça c'est le gouvernement qui a mis en place cette plateforme pour fermer aussi les gens qui font des usurpations par téléphone. Donc, participons collectivement, notamment aussi sur cybermalveillance.gouv, il y a plein d'informations. Et nous avons également, nous, donc il y a sur les bons clics et sur la banque postale. Je vous ai montré tout à l'heure la page, mais vous avez des vidéos, des infographies, beaucoup de choses de vulgarisation pour qu'on comprenne les scénarios, chacun, et qu'on ait chacun une connaissance des bonnes pratiques pour chacun des scénarios. Donc, c'est vraiment une acculturation et notre objectif était de le donner à tout le public, quel qu'il soit chez nous, au sein de notre banque, la banque postale, ou ailleurs. En fait, notre objectif, c'est aussi de savoir transmettre et faire que dans votre quotidien personnel, vous soyez aussi en conscience et en sécurité. Et c'est accompagné, ça fait de partie de notre devoir et responsabilité citoyenne. Donc voilà quelques exemples en fait des communications, et on communique beaucoup. On a un plan annuel pour informer nos clients, que ce soit par du digital, par du papier, tous les médias possibles que la banque utilise pour pouvoir justement avertir nos clients et les sensibiliser par les différents types de médias possibles. Donc, voilà. Et donc, je passe la main à Florence pour terminer. Désolée, on a un peu débordé sur le timing. Florence, on s'entend ? Oui. Alors, attendez, je mets juste la caméra, c'est plus agréable. Je ne sais pas si ça m'a... Vous m'entendez? Oui, voilà, Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Donc, merci Sophie et Cécile. Donc, je suis Florence Bénistan. Je travaille aussi à la Banque Postale. Et juste pour faire le lien avec ce que viennent d'expliquer Sophie et Cécile, vous dire que en fait, cette prévention à la fraude, elle est particulièrement importante pour les clients nos clients les plus vulnérables financièrement, parce que c'est souvent eux qui finalement subissent cette double peine et qui ont le moins accès à l'information, parce que souvent en fracture numérique ou difficulté d'accès à l'information et à la sensibilisation sur ce sujet. Et donc, à la Banque Postale, on a mis des services d'accompagnement en place pour communiquer auprès de ses clients, et notamment nos clients en accessibilité bancaire. Donc ça, c'est le premier segment de clientèle qu'on adresse, du fait de notre mission de service public, qui a une durée de 5 ans et qu'on renouvelle tous les 5 ans, donc qui fait partie des 4 missions de service public du groupe La Poste, la mission d'accessibilité bancaire, qui nous permet de bancariser à travers le livret A des publics comme les demandeurs d'asile, les migrants, les sans domicile fixe, des personnes qui ont des difficultés de compréhension de la langue, personnes en situation de grande précarité ou qui arrivent juste sur le territoire et qui du coup ont besoin vraiment d'un support de pré-bancarisation avant que leur situation se stabilise. Donc là, on leur propose le livret A et puis tout un dispositif d'accompagnement grâce à nos associations partenaires. Je pense notamment We Take Care sur tous les sujets justement d'inclusion numérique, et la fraude est un sujet qui en fait partie. Et puis des médiateurs sociaux comme PIMS, Médiation, FAS, Fondation Agir contre l'exclusion. Voilà, donc ça, c'est pour nos clients en accessibilité bancaire. Pour les clients qui sont en fragilité financière, donc des personnes qui peuvent être surendettées, fichées à la Banque de France, qui rencontrent un certain nombre d'incidents sur leur compte, qui ont des difficultés dans leur quotidien, dans la gestion de leur budget. Pareil, on a tout un dispositif d'accompagnement, notamment avec l'appui,
qui est une plateforme téléphonique d'accompagnement bancaire et budgétaire et qui peut être amenée justement à sensibiliser ses clients, enfin nos clients, à ces problèmes de fraude. Voilà, donc ce sont des clients de la Banque Postale qui rencontrent des difficultés financières passagères ou durables, qui appellent ce numéro gratuit et qui a du coup un conseiller au bout du fil qui fait presque un travail de référent social en fait, qui a une très bonne connaissance de l'écosystème associatif. Et donc, grâce à ce club de l'initiative qui réunit 25 associations partenaires, grâce à l'appui, grâce à Crésus qui nous accompagne aussi sur les situations de surendettement, on essaye de les accompagner dans toutes les typologies de prévention, que ce soit la prévention aux problèmes financiers, prévention à la fraude. On communique spécifiquement à ses clients des newsletters tous les 2-3 mois dans lesquels on met régulièrement des encarts justement liés à la prévention de la fraude. Voilà. C'était pour vous donner un peu une vue globale en fait de la clientèle qu'on adresse et de faire un petit zoom sur cette clientèle particulière, la Banque Postale, puisqu'ils sont au nombre quand même de 3 millions. Donc, on garde les yeux très ouverts et on essaie de les accompagner du mieux qu'on peut. Merci Florence. Et oui, donc en fait, on accompagne d'un point de vue fraude tout type de clients et donc on s'adresse à toutes les populations pour qu'elles soient toutes éveillées. Et donc, c'est vraiment une priorité pour nous. Et c'est pour ça que ça fait un certain nombre d'années qu'on est sur ces thématiques, mais on adresse toujours et de plus en plus pour encore plus éveiller au vu de cette augmentation. On espère vous avoir un peu éclairé sur ce domaine-là. Et ben, on va peut-être reprendre quelques questions. Si tu veux, Jean-Alexis, peut-être, je ne sais pas si tu as vu, c'est vrai Oui, qu'en intervenant, c'était plus oui, je difficile. propose si maintenant c'est un temps d'échange, donc je propose d'ouvrir vos micros ou de lancer des questions à voix haute, ce sera plus sympa. Voilà, s'il y a des questions qui vous restent. Voilà, Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, on vous entend. sûr. Bonjour. Je suis Laura, conseillère numérique dans les Côtes d'Armor. Donc, je posais la question tout à l'heure au moment où vous parliez d'usurpation d'identité pour monter en gamme les cartes bancaires des clients à leur place. Je voulais savoir quel était l'intérêt des fraudeurs de procéder à cette montée en gamme de cartes bancaires. Ouais, Oui, de toute façon, alors, l'intérêt, c'est en fait les plafonds qui sont augmentés et donc les retraits possibles. Donc, il y a beaucoup moins de limites. Plus on monte la gamme, plus on a accès à des ressources plus importantes. Donc ça veut dire qu'ils vont pouvoir retirer beaucoup plus d'argent et que même s'ils ont fait qu'une seule fois, pour certaines cartes, c'est 8 000 €. Donc, en fait, c'est un ils arrivent accès à décaisser des à comptes décaisser. en un retrait parfois suite à cette Voilà. augmentation. Donc, c'est D'accord, donc quand même... c'est un préalable à un débit à suivre, quoi. Ouais. Exactement. C'est Ok, vraiment ça. merci. Et C'est puis, des alerteurs, oui. nous, dans nos Oui. dossiers d'enquête ensuite. En effet, c'est des choses qui sont importantes, puisque derrière, dans un comportement frauduleux, en effet, il y aura cette deuxième étape du retrait derrière. Ouais. Entendu, Est-ce que je merci peux me beaucoup. permettre de réagir? Oui. Alors, je suis Caroline Piovesan, je suis médiatrice numérique à la Fabrique solidaire des Minimes, qui est une maison de chômeurs et de citoyenneté. Aujourd'hui, je me suis rendu compte de l'évolution de la fraude à tous les niveaux. Tout ce que vous venez de dire se révèle, évidemment. Moi, ça me rassure parce que du coup, il n'y en a pas plus pour l'instant. Même si ça va venir, je n'en doute pas. Moi, ce que je préconise auprès de mes participants, vu que ce sont des ateliers individuels ou maximum à 2, même s'il m'arrive à faire du collectif, de plus en plus d'ailleurs, c'est toujours leur rappeler la navigation privée lorsqu'ils sont sur des ordinateurs publics, ou si la navigation privée est compliquée pour eux et qu'ils ne parviennent pas à basculer sur ça, le nettoyage d'Historica avec les cookies, tutti quanti. Donc déjà, ça leur permet d'avoir ce réflexe-là et je suis plutôt satisfaite de cette méthode puisque je me rends compte que les participants alors ça se fait pas en un mois, hein, c'est clair, ça fait 3 ans et demi que j'y suis pour certains, mais aujourd'hui, c'est un réflexe alors qu'ils ont totale confiance en moi, mais pour autant, ils ont ce réflexe-là,
sur les ordinateurs que je leur mets à disposition et que je nettoie d'ailleurs tous les soirs lorsque ce n'est pas fait par les participants. Euh, donc moi déjà c'est ça. Après ce que je leur dis inévitablement, c'est que tous les sites institutionnels et administratifs liés à l'accès aux droits, Amélie, à l'ANTS, Entaille pour les amendes, ne communiqueront pas forcément ou par SMS. C'est-à-dire que même si vous avez opté pour l'option SMS pour communiquer, c'est pas dans le SMS que vous allez obtenir la raison de pourquoi vous devez réagir face à Amélie, par exemple. Amélie va vous dire, Amélie a une information à vous communiquer, mais vous êtes dans l'obligation aujourd'hui de vous connecter pour connaître l'information en question. Euh, Enfin voilà, c'est des petits trucs, mais qui font que aujourd'hui, depuis bien un an, alors ça n'a pas été toujours le cas avec les sites institutionnels, mais aujourd'hui, depuis bien un an, je constate qu'il y a une volonté de sécuriser les espaces. Amélie avait les codes, euh, même rien que le principe que même si on vous envoie un mail ou un SMS lié aux impôts, à Amélie, etc., si vous voulez avoir l'information, il faut vous connecter sur votre espace. Oui, en fait, dans le rapport dont on parlait de l'OSMP 2023, vous avez des bonnes pratiques et c'est en lien. Il rappelle bien qu'en effet, un service public et un Oui. établissement financier n'enverrait jamais de SMS en 06 ou 07. Donc ça, c'est vraiment une chose à avoir en tête et qui permet, je pense, de repérer et de passer à travers un certain nombre de tentatives. Et puis c'est se dire que quand c'est pas initié par soi-même, quand c'est pas une demande que nous avons fait, que là, et en fait c'est là où il faut se dire, je dois arrêter tout de suite la sollicitation et me Alors, connecter à mon espace sécurisé ou à mon site officiel, à contacter la personne habituelle. Quand c'est pas initié par la personne en propre, il faut vraiment se dire, là, je stoppe alors, et je réfléchis. si je peux me permettre, si on prend l'exemple d'Amélie, Ouais. parfois il faut remettre à jour sa carte vitale. C'est pas initié de notre propre chef si on va pas tous les 4 matins au médecin parce qu'on est suivi médicalement parlant. Donc c'est de temps en temps, mais de temps en temps il faut mettre à jour sa carte vitale. Donc du coup ça va pas être initié par le patient pour le coup, par le citoyen. Mais on va avoir un rappel. Mais pour Oui, autant, c'est là où Amélie ne va pas indiquer dans son mail ou son SMS, vous devez mettre à jour votre carte vitale, c'est va indiquer une information est déposée sur votre espace. tout à fait. En fait, c'est vraiment le principe de tous les acteurs, quels qu'ils soient, c'est on envoie une notification pour dire vous Oui, avez voilà. une Mais c'est information dans un espace sécurisé et allez vous y référer. Mais c'est voilà, mais c'est pas forcément parce que c'est initié par la personne. Vous voyez ce que je veux oui, dire? et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faut majoritairement, et vaut mieux avoir cette pratique de dire à chaque fois, je vais vérifier dans mon espace sécurisé. Non, mais évidemment, c'est pas ce que je remets en question, c'est le fait que la pratique Oui, veut que lorsque tombent les impôts, la déclaration de ressources à vérifier ou les impôts qui tombent sur l'espace impôt, c'est pas initié du propre chef des citoyens. Les oui, citoyens, les impôts, on y pense, mais pas forcément tous les jours. Pareil pour Amélie, lorsque nous n'avons pas un traitement de santé, moi j'ai été victime de ça il y a pas longtemps. Enfin, victime, non, mais j'ai été en tout cas prospectée à ce niveau-là. Je reçois un SMS, ma carte vitale soi-disant n'est pas à jour. Bon, ok, ça peut, je le conçois tout à fait. Ça m'alerte pas plus que ça, étant donné que je vais pas tous les jours au médecin ou à la pharmacie. J'ai pas d'actes médicaux outre mesure qui fait qu'on m'alerte sur ça. Bon, je passe, mais c'était bien 2 mois après ce message, je passe à la pharmacie où là, je devais récupérer quelque chose. Et là, on me dit que, bon, est-ce que vous êtes d'accord pour mettre à jour votre carte vitale? Mais je veux dire, ça n'a pas été de mon initiative, en fait. Il y a d'autres questions. Je vous propose qu'on recentre un petit peu oui. sur la fraude bancaire. Il y avait Baptiste qui avait une question. Voilà, désolé, comme il reste en fait 0 minute, on va prendre la dernière question quand même, parce qu'il a la main levée depuis un moment, le pauvre. Ça doit être fatigant. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, Alors, du coup, j'avais deux choses, mais bon, du coup, ma question sur les fraudes bancaires, vous avez répondu. Et j'avais une remarque par rapport à tout à l'heure quand vous avez parlé des antivirus. Euh,
d'avoir un antivirus, c'est bien, mais il faut surtout le mettre à jour parce que moi, en tant que conseiller numérique, j'ai eu le cas d'une petite mamie qui me disait, je comprends pas, j'ai un antivirus, mais je me suis comme fait pirater. Et première question, je lui dis, mais est-ce que vous faites les mises à jour? Ah ben non, ça fait au moins 5 ans que j'ai pas fait de mise à jour. Et ben, j'ai dit, ben voilà, cherchez pas plus loin parce que l'antivirus, c'est un gendarme, il a une liste des choses qui ne doivent pas passer. Si sa liste n'est pas à jour, ben forcément, et ça aussi, les gens, ils n'ont pas ce réflexe de faire les mises à jour. C'est toute Ouais. la problématique d'ancrer ces réflexes-là Ouais. une fois que c'est acquis. Oui, et de Mais même, ouais. Et de compléter en disant qu'il faut aussi éteindre et son téléphone et son portable, téléphone, enfin PC, faut les éteindre pour que justement les mises à jour se fassent. Parce qu'il y en a Oui, certains qui se disent, bah non, moi je l'éteins jamais mon téléphone. Je dis, ah mais comment ça? ben, je le Donc, vois moi rien qu'à mon boulot actuellement au conseil départemental de la Corrèze. Plein de nos collègues partent du boulot, même ils peuvent laisser l'ordinateur allumé tout un week-end. Et moi, quand je vois ça, mais en tant que conseiller numérique, tu te fais des cheveux blancs, hein. Tu te dis, mais tu aurais envie de passer derrière tout le monde et d'éteindre tout, en fait. Mais en tout cas, pour se protéger, voilà, il y a beaucoup de bonnes pratiques et n'hésitez pas à consulter le site de la Banque Postale, la page Alerte Fraude qui vous donne dans des usages du quotidien et dans les usages de fraude bancaire pas mal de conseils assez précisément indiqués et avec des ressources pour oui, pouvoir trouver des solutions. parce que donc comme tu voilà. dis, c'est souvent protéger nos accès, etc., et nos outils, Oui, c'est ça. ceux qui nous servent justement à réaliser toutes ces opérations. Bon, c'est tout pour moi après. Bah, super, bah voilà, je suis désolé pour les autres, on va conclure. Ouais. Euh, mais c'est vrai qu'on aime bien terminer et les commencer aussi à l'heure, les webinaires, mais il y en aura d'autres. Voilà, donc bah, merci beaucoup. Voilà, encore à la Banque Postale, représentée par Sophie, Cécile et Florence, pour nous avoir éclairé sur le sujet. Et bonne journée à tous et toutes. Voilà, je Merci voulais encore. aussi vous envoyer, vous allez recevoir, voilà, est-ce que vous êtes d'accord, voilà, Sophie et Cécile, pour qu'on envoie votre support Oui, aux participants? Oui, très bien bien, oui, sûr. oui. Oui, Oui, oui. Ben, super. merci en tout cas pour toute cette écoute et puis ces échanges toujours intéressants pour nous et de justement avoir aussi nos oreilles pour entendre vraiment le terrain et on cherche à être en proximité avec les clients pour être dans la vraie vie et pas juste dans des tours d'ivoire. Voilà, c'est important. Merci pour ces échanges Merci Bonne journée beaucoup. à et toutes. merci Au encore revoir. Au revoir. Jean-Alexis. Merci à vous. Merci. Au Merci, Allez, au revoir. revoir. vous allez recevoir le support et le replay dans votre Je boîte vous mail. remercie. Merci beaucoup. Et j'arrête l'enregistrement. Merci. Très bien, Au revoir. merci.